nous allons aborder maintenant un problème épineux de l'analyse technique des attentats, celui de l'attaque au Pentagone. Beaucoup croient encore à l'absence d'avion, ou comme d'autres, un missile américain. Pourquoi envoyer un missile ou rien du tout, et non un avion, au risque de voir confirmer ce détail par les témoins sur place se trouvant autour des lieux, ou dans la zone même? La logique élémentaire est qu'il fallait à tout prix confirmer la présence d'un avion parmi les témoins présents, y compris les sauveteurs et autorités sur les lieux du crash, qui auraient pu le jour même témoigner et avoir identifié dans le feu de l'action, ou même sur place après le crash, le supposé vol 77 lui-même. Même cas de figure, en ce qui concerne la distinction entre deux catégories de victimes, celles qui sont relatives au personnel du Pentagone et les passagers du supposé vol 77, sans compter les éventuels faits personnels dans les deux cas. Seuls les labos militaires seront chargés d'identifier tous ces ADN, mais sans se douter de rien entre-temps. Que s'est-il réellement passé? À 8h20, le vol 77 décolle de l'aéroport de Washington et effectue le trajet initial jusqu'à 8h54, comprenant décollage et accélération, soit 34 minutes de trajet. Mais le gros problème est que le trajet de retour en vol détourné aura duré jusqu'à 9h37, soit 43 minutes après le détournement, sans décollage ni accélération, alors qu'il ne devait le faire non pas en 34 minutes, mais en une demi-heure ou moins. Ainsi, nous avons une dizaine de minutes en trop. D'où, cela implique que quelque chose a été effectué. C'est à ce moment-là que l'équipe technologique, chargée de détourner et faire cracher à distance les 4 avions du 11 septembre, enclenche le contrôle de missiles, placé comme prévu dans le vol 77. Elle coupe le transpondeur et baisse l'altitude de l'avion afin de le rendre invisible au radar, aveugle de toute présence sur sa position. À partir de là, le trajet de l'avion est inconnu. Ce sont donc ces 10 minutes nécessaires qui auront servi pour le crash du vol 77 sol, dans une zone secrète militaire et sous contrôle, où la population est la moindre. C'est-à-dire dans la zone où il y a entre 1 et 10 habitants kilomètres carrés, non loin de la Pennsylvanie. Comparaison faite en Europe, la densité de population est bien plus faible aux États-Unis. Mais la zone la plus propice est la zone la moins habitée, montagneuse et contenant beaucoup de verdure. Ainsi, la visibilité est réduite par les montagnes. Au-delà d'une colline, le crash n'est plus visible. La verdure cache bien le crash d'un avion, qui reste un phénomène localisé. En peu de temps, la nature reprend sa forme habituelle. Le bruit du crash est lui aussi bien caché par la végétation. La seule zone qui correspond à ces critères est la zone forestière de la Virginie occidentale. Et pendant que le vol 77 ira se cracher dans cette zone, 10 minutes sont suffisantes pour faire décoller un avion de substitution grâce au système de guidage et prendre sa place pour aller se cracher dans le Pentagone à la place du vrai, sans que les contrôleurs aériens ne s'en aperçoivent. Pourquoi changer d'avion? Pour cracher un avion sur un bâtiment de 23 mètres de haut, une précision de plus ou moins 20 mètres ne suffit toujours pas, même avec un capteur GPS de meilleure précision. Or, il fallait le faire en étant sûr du résultat, et il fallait donc un autre capteur d'altitude plus précis, à moins d'1 mètre, avec un avion de poids inférieur. Pour atteindre cette précision, le capteur doit avoir sa surface de mesure à l'extérieur. Si on avait installé un capteur de ce type sur le vol 77, il aurait été remarqué par l'inspection visuelle faite au décollage et tout aurait été découvert. Contrairement à la théorie fausse du missile dans le Pentagone, Thierry Meyssan avait soulevé un détail particulièrement juste concernant la couleur de l'explosion. Une couleur aussi blanche, par un temps clair et limpide, comme ce jour-là, ne peut être due que par un explosif ou une bombe.
Gardons ça en tête, et penchons-nous sur la vidéo du Pentagone, par l'intermédiaire de celle de l'école de Case Study, qui avait illustré en 3D l'avion en question. Cependant, leur analyse consistait justement à balayer définitivement le fait qu'un missile ait percuté la façade du Pentagone. Naturellement, il était primordial de ne pas omettre l'objectif fisheye et d'agrandir l'image en format réel. Et c'est ainsi que, grâce aux couleurs distinctes, à la forme de la queue et quelques autres éléments, on finit par remarquer malgré ce plan flou, la présence d'un avion aux couleurs bleues et rouges, spécifique à l'effigie d'American Airlines. Mais voilà, Case Study illustre et conclut trop rapidement à la présence du vol 77 sur leur vidéo, et de toute manière l'authentique aurait été irrecevable devant une cour de justice. Et vu le travelling arrière de la caméra en 3D, il masque toute l'objectivité requise, afin de prouver faussement qu'il s'agissait d'un 757. En effet, même si l'avion est malheureusement masqué par cette boîte caméra, on peut néanmoins, grâce à cela, connaître la longueur de cet avion. Cependant, l'analyse se fera avec le fisheye, ce qui implique impérativement une conversion en oblique de l'avion. Mais il faut un élément supplémentaire et essentiel pour déterminer de manière objective la longueur de cet avion, grâce à une pause en image du fondu enchaîné entre la vidéo et la simulation de Case Study. Soyez attentifs. On peut voir que le nez de l'avion dépasse à peine le petit coin de la boîte caméra. Étant donné l'angle d'approche de 52 degrés, et en oblique, la simulation Case Study se permet de matérialiser un Boeing 757 sans aucune précaution. Sauf que si cela avait été un avion de ce modèle, le nez aurait dépassé de plusieurs millimètres. Que faut-il en conclure? Si le nez n'atteint pas cette longueur, cela veut dire qu'il s'agit d'un modèle d'avion à l'envergure plus réduite. Si ce n'est pas un 757, alors qu'est-ce donc? On peut déjà certifier que la vidéo a été aussi modifiée, car l'apparence de la trace de fumée laissée par un des réacteurs montre qu'il fallait un certain temps pour ce nuage en sinusoïde puisse se disloquer et former des oscillations beaucoup plus grandes. Si cette vidéo est bien trafiquée, recevable ou pas devant une cour de justice, cela reste tout de même un indice, et on va passer à autre chose. Bien que les moutons se rangent aveuglément à l'expertise de la SCE, concernant les dégâts du Pentagone, autant faire cette analyse de manière plus claire et objective. Étant donné que l'impact principal se situant au niveau de la colonne 14, nous voyons toutes les colonnes de cette façade gauche, qui ont été brisées au niveau du rez-de-chaussée. Parmi les colonnes 8 à 13, dont seule la 9e est la moins détruite, puisqu'elle est encore debout, la 8e a été endommagée par des pièces de l'avion, et des fenêtres ont été brisées, non pas par des pièces de l'avion, puisque les cadres internes de ces mêmes fenêtres sont encore en place. Quant aux pierres de façade, elles sont tombées au sol, et on voit bien que les colonnes 10 à 13 sont complètement brisées par l'aile gauche de l'avion. Sur les dégâts du côté droit de l'impact, à partir du trou d'entrée au niveau 14, nous observons la colonne 20 se trouvant être la dernière à être endommagée. Les dégâts du côté droit sont moindres que le côté gauche, puisque le nez de l'avion a pénétré le premier dans la façade, à partir de la colonne 14, puis l'aile droite a frappé ensuite. Et pour quelle raison? Parce que le camion générateur
pesant une dizaine de tonnes, a été touché par le réacteur droit de l'avion dans sa course. Remarquez la chose étrange au moment de la rencontre entre ce générateur et le moteur droit. L'avion trouve le moyen de pencher du bon côté juste avant le choc, comme si celui-ci cherchait à l'éviter, même lancé à 800 km/h. En conséquence du choc, ce moteur étant endommagé, la vitesse du côté droit diminue progressivement et l'avion n'étant plus équilibré du côté gauche, a commencé à faire une rotation vers sa droite, où l'impact du côté gauche fut beaucoup plus puissant que le côté droit, parce que la vitesse de ce même moteur devenait à ce moment plus progressive. À vitesse beaucoup plus lente, la rotation de l'appareil n'aurait pas eu le temps nécessaire de s'effectuer, contrairement à la vitesse extrême de 800 km/h. Donc, il est clair que l'avion n'est jamais rentré en ligne droite, comme le prétend la version officielle. Concernant la rencontre entre la queue de l'avion et la fenêtre placée sur sa trajectoire, si l'avion a bel et bien produit une rotation, la queue de l'avion a tout simplement esquivé cette même fenêtre dans sa trajectoire principale et a donc dévié sur la gauche avant de s'engouffrer. Ainsi, de la colonne 14 à 20, soit 6 colonnes, mesurant 10 pieds d'intervalle entre chaque, nous obtenons 60 pieds d'envergure pour la demi-largeur des dégâts du côté droit. En calculant la totalité de l'envergure des dégâts, soit 2 fois la demi-envergure de 60 pieds, nous obtenons un total de 120 pieds. Mais il y a l'angle d'approche de l'avion, évalué à 52 degrés. En multipliant le sinus de l'angle d'approche par la demi-largeur des dégâts, puis en multipliant le résultat par 2, nous obtenons une envergure totale de 94 pieds. Seulement, celui d'un Boeing 757 est estimé à 125 pieds et l'analyse de l'ASCE conclut à l'explication suivante. Conspiracy theorists want to know why it wasn't the width of the full wingspan of the plane, and actually just the simple reason was that the wings came off. The wings did not fully penetrate the facade. In fact, the wings had already been partially sheared off by the time the plane even hit the building. Elle reconnaît que les dégâts sont consistants avec une envergure de 90 pieds environ, soit une envergure plus petite que celle requise pour un 757. Mais pour le justifier, un tiers extrême des ailes n'aurait fait aucun dégât sur la façade, que le réacteur droit aurait bien frappé le camion générateur de 10 tonnes, contrairement au réacteur gauche, vis-à-vis du mur de ventilation au sol. Ces extrémités d'ailes se seraient détachées. Puisque l'on ne les retrouve nulle part à l'extérieur sur la pelouse, et ni ailleurs, leur justification ne peut que s'avérer fausse. À cette vitesse-là, et si proche que ça, même avec des dégâts sur l'extrémité des ailes, il est clair que cette partie-ci aurait continué son trajet avec son inertie et frappé la façade. Et il est aussi clair et évident qu'il n'y a aucune justification à ça, car ce sont des fausses justifications qui ont été utilisées, ni plus ni moins. Pour pouvoir frapper le camion générateur et le mur de ventilation au sol, l'avion aurait dû être aussi oblique. Et donc, le trou d'entrée ne correspondrait plus, ainsi que les extrémités des ailes. Pour le muret de ventilation, le rapport considère que cette cassure a été produite par le moteur gauche de l'avion. C'est un mensonge. Si cela avait été un 757, le moteur gauche aurait laissé inévitablement une trace sur la pelouse par rapport à sa perpendiculaire de 30 degrés. Il n'y a aucune trace avant de toucher le muret, car toutes les bobines de câbles que nous voyons ici étaient devant ce même muret. Dans une photo prise le 7 septembre 2001, on aurait remarqué que seulement 3 bobines étaient placées ici en bas à gauche, mais que 3 autres étaient situées un peu plus vers la droite. Ce qui veut dire que le moteur gauche aurait chuté dans une de ces bobines, et celle-ci aurait donc été propulsée du sol pour aller traverser ce muret, et ce dernier n'a donc rien à voir avec un choc par rapport au moteur gauche de l'avion. En se basant sur la construction en 3D et à l'échelle de l'impact, il fallait tenir compte de l'aile et de son inclinaison en vol, car une aile en vol est un peu plus haute qu'une autre qui est à l'arrêt,
et nous voyons l'aile gauche à environ 30 cm du sol, et ce fut donc un impact très précis, mais qui ne correspond plus à un 757 modèle de sang. D'après le rapport de l'ASCE, on affirme que des débris ont terminé leur course à travers la nocée, qui, sur le bâtiment, n'est constituée que de 2 couches de briques non renforcées. Hormis la justification exacte de cette même double couche de briques, la découverte de ces débris à l'endroit indiqué par contre est d'une supercherie. Étant donné que nous savons pertinemment que l'avion avait tourné, on ne pouvait en aucun cas retrouver au trou de sortie le bras d'atterrissage gauche d'un 757, ainsi que la boîte noire. Les boîtes noires, se trouvant dans la queue de l'avion, afin de réduire les chocs durant les impacts, n'ont pu s'éjecter de cette queue qu'au moment où l'aile gauche frappe la façade, et ces mêmes boîtes noires devaient se retrouver beaucoup plus loin, quelque part dans le secteur gauche du bâtiment, comme pour le bras d'atterrissage. En gros, on le retrouve là où il n'aurait jamais dû y être. Et pourquoi retrouverait-on des pièces relatives à un 757 dans les dégâts, alors que nous savons que ces derniers ne correspondent pas à ce même gabarit d'avion? Ces pièces étrangères à l'avion, vides de passagers, ont tout simplement été introduites dans cet appareil non identifié, en tant que pièces détachées, afin d'être transportées puis retrouvées après le crash de cet avion de substitution, et considérées comme preuve tangible de la présence d'un Boeing 757. D'ailleurs, ces pièces retrouvées sont les seules qui sont les plus reconnaissables, soit 4 ou 5 pièces. Rien qu'avec une seule et unique jante sur les lieux, les nymphautres ne sont même pas visibles sur des photos, ni exploitables. C'est pour dire. Mais il n'y avait pas que ces pièces d'avion qui ont été transportées, puisque nous avions évoqué la présence d'une bombe vis-à-vis de la vive couleur de l'explosion, consistant à désintégrer au mieux les restes de l'appareil. Dans les dégâts faits par cette explosion, on voit le plafond du rez-de-chaussée soulevé par une partie de pression, échappée vers le premier étage, et la partie inférieure montrant les dégâts produits par la suppression de cette même explosion. Quant à la façade intérieure, cette suppression qui avait atteint le premier étage avait repoussé les châssis de ses fenêtres sur la façade intérieure. Remarquons cet espace orange où le plafond du rez-de-chaussée s'est soulevé et seule l'explosion d'une bombe apparaissant sous cet espace pouvait faire ça et non celle du kérosène. On peut constater que les fenêtres de la façade gauche ont été brisées par la suppression due à l'explosion, et lorsque ces mêmes fenêtres renforcées ont été repoussées avant qu'elles ne soient brisées dans leur intégralité, on remarque bien que les châssis des fenêtres sont encore en place, d'où les pièces d'avion ne les ayant pas touchées. Et on remarque aussi que les pierres de façade ont été poussées vers l'extérieur et sont tombées au sol. Ainsi, toute l'entièreté de ces dégâts extérieurs et intérieurs sont parfaitement consistants avec le gabarit d'un Boeing 737 modèle 400, maquillé aux couleurs d'American Airlines. Certains diront que les photos révélées relatives aux débris de l'avion ne montraient nulle part la présence de débris liés à ce modèle d'avion. Il faut être bien naïf pour croire que le nombre de photos officielles et exposées par les autorités américaines soit au complet, puisque bien plus de clichés ont été effectués ce jour-là au milieu du crash. Si certaines d'entre elles pouvaient montrer quelques pièces de débris provenant d'un 737, soyez sûr que ces photos-là peuvent facilement se perdre, pour ne pas dire passer au presse-papier. En clair, ce ne sera pas au niveau des clichés que l'on prouvera qu'un autre modèle d'avion ne s'est pas crashé au Pentagone. Alors bien évidemment, comme on sait que le 757 s'est crashé dans la zone déserte, située à des kilomètres du Pentagone, si on sait qu'un autre avion a remplacé le vrai pour aller se crasher dans le Pentagone, pourquoi avoir envoyé un modèle de Boeing différent, plutôt qu'un autre, identique au vol 77? Les réponses seront simples. Avec un 757, on peut supposer qu'un avion plus grand, plus long, plus gros et plus lourd est lancé dans les mêmes conditions requises
ce dernier aurait étendu ses dégâts bien au-delà de ce qui avait été prévu globalement. On doit supposer aussi que les instigateurs de ce coup monté, par rapport à ces détails, en ont décidé ainsi. Et en ce qui concerne les restes et ADN des passagers, en réalité, on les récupère avec des effets personnels dans l'épave du vrai avion, crachés en douceur dans la zone sécurisée, afin que tout soit exploitable. On récupère le nombre suffisant pour chaque victime, et on rapporte tout ça, ni vu ni connu, à l'expertise des labos militaires, mélangés à ceux du Pentagone, sans que personne ne se pose de questions. Et tout cela, comme une lettre à la poste. Conclusion définitive, il y avait bien eu un avion dans le Pentagone, mais ce n'était pas le bon, tout simplement.